comment la CRIRAD en fait a appris que la catastrophe avait lieu et qu'est-ce qu'elle a fait dans un premier temps. Merci. Et ça fonctionne ? Et oui, évidemment que ça fonctionne. Eh bien, merci d'être toujours là, malgré l'heure inadaptée. Témoignage. Donc, la catastrophe de Fukushima, c'était le 11 mars 2011. Et je me souviens que c'était un vendredi, sauf erreur. Et quand on a appris, comme tout le monde, le matin, horaire français, qu'il y avait eu ce tsunami, ce tremblement de terre, qui avait créé un tsunami, qui avait mis en arrêt d'urgence plus de 10 réacteurs nucléaires, 13 je crois, au Japon. Et qu'on a appris un tout petit peu plus tard que parmi tous ces réacteurs, sur la centrale de Fukushima Daiichi, il y avait une difficulté par l'exploitant TEPCO à refroidir, un problème de perte d'eau et d'incapacité à refroidir le réacteur. On s'est tout de suite dit, oulala, vers quoi allons-nous? Donc on a rédigé avec Corinne, je ne sais pas si elle est là, un communiqué. C'était pas exactement un communiqué, c'était un mot à nos adhérents, aux adhérents de la CRIRAD. On a envoyé un mail, il me semble, à l'époque, pour mettre un peu les gens en alerte en disant on ne sait pas ce que ça peut donner, parce que l'expérience montre, évidemment ça tout le monde quand on connaît un peu les réacteurs nucléaires, on sait très bien que refroidir un réacteur nucléaire, même lorsqu'il s'est mis en arrêt, c'est absolument vital, sans quoi, si on n'arrive pas à rétablir le refroidissement, eh bien le cœur peut fondre. Et là, on s'est trouvé à vivre, je ne vais pas dire en direct, mais quasi. En plus, avec le décalage horaire France-Japon, c'était vraiment... c'était complètement insupportable. Alors, évidemment, ce qu'on a vécu, nous, dans l'équipe, c'est rien du tout par rapport à ce qu'ont vécu les populations japonaises. Je ne mets pas les choses au même niveau, mais ça a été vraiment très difficile pour toute l'équipe. Julien en parlera après sur la partie qu'a fait la CRIRAD en France, pour arriver à se tenir au courant, à ingurgiter toutes ces informations, la barrière de la langue, un pays qu'on ne connaissait pas trop, et essayer de contribuer à donner à la population japonaise, les gens vivant au Japon, japonais ou parfois des Français vivant au Japon, tenter de leur donner des informations un peu critiques sur la dangerosité extrême de ce qui était en train de se passer, puisque on a su petit à petit, dans les jours qui ont suivi, qu'en réalité, 3 réacteurs nucléaires de la centrale de Fukushima Daiichi vont être en situation gravissime, puisque dans 3 cas, on saura un peu après qu'il y a eu fusion du cœur, et donc explosion d'hydrogène, fusion du cœur, des rejets radioactifs massifs. Donc dans le partage des temps de parole, ce qu'on a prévu que je vous raconte, c'est plutôt l'action de la CRIRAD en direction de Fukushima. Donc cette action a consisté à donner des informations, à faire des communiqués de presse et assez rapidement à tenter d'aider des citoyens japonais qui souhaitaient mettre en place des moyens de mesure indépendants. Ils étaient confrontés. Alors parmi eux, on a travaillé en particulier avec un pianiste qui s'appelle Wataru Iwata. On a travaillé avec d'autres gens d'ailleurs aussi. Et leur idée, c'était d'avoir des moyens de mesure des compteurs Gégère. Or, il y avait une pénurie de compteurs Gégère. Donc, à partir du moment où on a compris, ça a duré quelques jours, même un peu plus, qu'on pouvait collaborer avec les citoyens japonais, même si on ne les connaissait pas, on a commencé à envoyer, je dirais, une dizaine d'appareils de mesure à l'équipe de Wataru Iwata. Alors c'était des compteurs Gégère grand public, comme le Quartex Radex, ou des appareils professionnels. Et on a tourné en urgence, un samedi, des vidéos pédagogiques, alors il me semble que c'était en anglais, forcément, pour donner des éléments d'information aux citoyens qui n'étaient pas spécialistes de la radioactivité, comment se servir d'un appareil, c'est quoi les risques d'irradiation externe, de contamination interne. Et ça a permis, le travail de la CRIRAD a contribué à l'émergence de laboratoires citoyens au Japon. Alors il n'y a pas que la CRIRAD qui y a contribué, mais on y a contribué puisque cette collaboration petit à petit a permis à une structure qui s'appelait à l'époque, qui existe plus ou moins toujours, CRMS, Citizens Radiation Monitoring Stations, station de mesure citoyenne de contrôle de la radioactivité, ce que fait exactement la CRIRAD. Ça a permis à ces groupes citoyens d'avoir leur propre laboratoire d'analyse. Et je dois dire que pour nous, en tant que labo CRIRAD, j'étais pas là à l'époque, mais je dis quand même pour nous, pour la CRIRAD,
qui est né finalement de soutien de vrais scientifiques, physiciens nucléaires et autres, qui ont aidé les collègues à l'époque à la CRIRAD, qui n'étaient pas des spécialistes de la mesure, que nous, à notre tour, nous puissions rendre la balle, c'est pas tout à fait le mot, mais contribuer aussi à aider de simples citoyens qui, comme nous, se sont pris les retombées, nous, de Tchernobyl dans la figure, eux, de Fukushima. C'était vraiment quelque chose, symboliquement, d'assez fort. Donc, évidemment, c'est bien beau de coopérer à distance par des mails, par des paroles, mais c'est mieux d'aller sur place. Donc, on a pu monter une mission de mesure. J'étais avec Christian, que vous avez vu ce matin, Christian Courbon. Donc, on a pu aller enfin à Fukushima. On a attendu le fin mai, début juin, puisque, pour plusieurs raisons, il fallait d'abord s'organiser, il fallait conforter le partenariat pour qu'on soit accueilli par des équipes locales, et aussi, honnêtement, il fallait attendre quand même que la radioactivité baisse un tout petit peu, ou plutôt que la situation à la centrale soit vaguement sous contrôle, c'est-à-dire qu'on ne soit plus dans une situation de perte de contrôle totale. Je ne sais pas si on peut dire que la situation est sous contrôle aujourd'hui. Je pense qu'on peut plutôt dire qu'elle ne l'est pas, en réalité. Mais alors, dans ces premières semaines, là, on pouvait craindre de nouveau des rejets encore massifs. Et d'ailleurs, le Premier ministre de l'époque, Naoto Kan, a envisagé l'évacuation de Tokyo plusieurs jours largement après le début de la catastrophe, enfin d'une partie de la catastrophe, parce qu'il a craint non pas seulement que les réacteurs fondent, ce qui a été le cas, mais que des piscines contenant des déchets hautement radioactifs et très dangereux, et qui ne sont pas aussi sécurisés que les réacteurs, que ces piscines perdent totalement leur capacité de confinement, perdent de l'eau, et que là, on ait des réactions exothermiques de destruction des combustibles irradiés et de rejet massif dans l'environnement qui aurait pu effectivement justifier l'évacuation de Tokyo. Donc, on a pu avec Christian aller sur place, et là, allez, ça recommence. Là, ce qu'on a vécu, c'était vraiment... Christian n'est pas là pour aider. C'était vraiment extrêmement traumatisant, parce que franchement, déjà vous atterrissez à l'aéroport, vous allumez vos compteurs, ça craque de partout, plus vous montez vers le nord, c'est au nord, plus vous montez en distance après quelques jours, plus la radioactivité est forte, et là, vous voyez des gens qui vivent normalement, quoi. Ils sont au milieu de leur champ, ils vont à l'école, dans des niveaux de radiation. Je suis désolée, ça m'énerve. C'est pas grave. Dans des niveaux de radiation qui sont invraisemblables. C'est-à-dire que nous, beaucoup de gens dans la salle ont vécu la désinformation de Tchernobyl, mais je veux dire, on était quand même en France, on a été bien contaminé, mais c'est loin. Mais là, on est en plein milieu d'une catastrophe nucléaire qui est toujours en cours, et on voit les gens dans les écoles de la ville de Fukushima, qui est pourtant, je crois, à 60 km de la centrale. Les enfants, ils sont dans des écoles extrêmement contaminées. Il y a des niveaux de radiation qui sont tels qu'il faut les changer de place par rapport à la position du côté de la fenêtre, parce qu'évidemment, comme le sol est contaminé, les rayonnements gamma très puissants qui sont émis par le césium-137 traversent les murs, traversent les vitres, ils traversent un peu moins les murs que les vitres. Donc l'enfant qui est du côté de la vitre reçoit une dose plus forte que celui qui est au milieu de la pièce. Enfin, non mais des choses complètement délirantes, quoi. Et voir que dans un pays équivalent à la France, évidemment, en termes de développement culturel, développement économique, développement technologique, qu'on pouvait revivre un niveau de... C'est pas pareil que Tchernobyl, hein, mais un niveau de désinformation comme ça, faut vraiment... faut vraiment aller voir pour se dire mais c'est possible de vivre des choses pareilles. Alors, bon, je vais pas être trop long, mais par exemple, je sais pas, ce maraîcher, on était à plus de 100 km au sud de Fukushima, ce maraîcher qui cultive sa terre et on lui montre qu'elle est radioactive, et Christian fait un trou et on montre au maraîcher que la radioactivité au fond du trou est bien plus faible qu'à la surface. Donc il comprend, le maraîcher, que cette radioactivité s'est déposée à la surface de la Terre, et il comprend que s'il avait une machine pour racler à, admettons, 10 cm de terre, il décontaminerait son immense lieu de maraîchage, mais il sait très bien que c'est pas possible, et que de toute façon, qu'est-ce qu'il ferait de la terre? Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a 14 millions, je crois, de mètres cubes de terre contaminée, dont le gouvernement japonais ne sait pas quoi faire, ou plus exactement, qu'ils vont
là, je parle peut-être de ce que tu vas aborder, non, qui prévoit, c'est déjà en cours, de recycler de la terre contaminée par le césium 137 qui a une demi-vie de 30 ans et qui va être recyclée pour faire des routes, y compris d'ailleurs sur des terres agricoles, parce que la catastrophe nucléaire, c'est évidemment complètement ingérable. Pour abréger, parce que je ne me rends pas compte du temps. Si Christian ne nous rejoint pas, tu as encore du temps. Ah d'accord. Donc, on a eu la chance d'être accompagné par un réalisateur qui s'appelle Éric Guéret, dont vous avez sûrement entendu parler. Il n'a pas valorisé les images qu'il a fait, parce qu'il n'a pas pu, il a été sur d'autres projets, mais on en a valorisé quelques-unes dans un film produit par la CRIRAD qui s'appelle Invisible retombée. On a mis en ligne sur la chaîne YouTube il y a déjà peut-être 10 ans, je ne sais plus, et qui contient quelques-unes de ces séquences qui permettent de toucher du doigt vraiment ce qui se passe avec des témoignages de citoyens qui ont été confrontés à tous les problèmes que pose cette radioactivité. Je pense par exemple à cette grand-mère qui vivait dans la zone de 30 km, qui avait donc été évacuée de force par rapport à la phase d'urgence, mais au bout de quelques semaines, elle pouvait techniquement y revenir, alors que la radioactivité était très forte dans sa parcelle. Donc elle nous a demandé d'aller faire des mesures, on a fait des mesures avec Christian, et surtout on lui a montré avec les appareils le bruit, les chiffres qui montent en flèche. Elle a vu, elle a compris, elle a senti, elle a objectivé cette radioactivité qui était partout sur son territoire. On lui a montré qu'au pied de la gouttière, c'était plus radioactif. On lui a expliqué, c'est parce que ces métaux radioactifs dont la radioactivité est invisible, ils sont venus par le ciel, ils sont tombés sur le toit, et donc s'il a plu, évidemment, on en retrouve plus dans la terre au pied de la gouttière. Enfin, tous ces éléments, traduits évidemment du français, de l'anglais au japonais, l'ont permis de comprendre. Là, elle nous a dit un truc qui m'a fait comprendre vraiment l'utilité de la CRIRAD. Elle a dit, j'étais dans l'obscurité, merci d'être venu d'aussi loin, vous nous apportez la lumière. Alors je dis ça sans aucune prétention, on ne lui apporte évidemment pas la lumière, mais ce qu'elle voulait dire, c'est que le fait qu'elle arrive à intellectualiser, à s'approprier cette contamination invisible, d'après ce qu'elle nous a dit, ça l'a aidé. Alors, ça l'a aidé, ça l'a pas vraiment aidé tant que ça, parce que de toute façon, ces démarches en justice contre TEPCO pour obtenir des indemnisations n'ont pas abouti. Et d'après les nouvelles qu'on a prises il n'y a pas longtemps, elle était devenue un peu enfin bon, comment dire, un peu de démence. Mais bon, en tout cas, ce que les citoyens vivant au Japon, japonais ou pas japonais, ont vécu à ce moment-là, c'est des choses c'est complètement invraisemblable. Des gens ont été évacués vers des zones qui s'avéreront plus radioactives que celles d'où ils étaient partis, par exemple. Enfin, on voit bien ce que c'est une catastrophe nucléaire quand on est un peu... Enfin, on n'était pas au cœur, on n'était pas au moment où ça a commencé, mais quand on va s'approcher un peu du problème, on se rend compte que c'est complètement ingérable. Et je pense que Kurumi nous en parlera aussi sur la situation que vivent les populations aujourd'hui. Alors pour vous remobiliser un petit peu, une petite question pour vous. Donc Bruno, lors de sa mission à Fukushima, a participé à un point presse le 30 mai 2011 et il a demandé à TEPCO comment fonctionnait le réseau de surveillance de la radioactivité de l'air à proximité de la centrale de Fukushima Daiichi. Le représentant a reconnu que, par manque de personnel, la surveillance n'était effectuée qu'une partie de la journée. Alors à votre avis, la surveillance était effectuée 20 heures par jour, 2 heures par jour ou 20 minutes par jour? Qui dit 20 heures? Levez la main. Vous n'y croyez pas. Qui dit 2 heures par jour? Qui dit 20 minutes par jour? Bruno, est-ce que tu peux répondre? Alors c'était 20 minutes par jour, bravo. Eh bien, merci Bruno pour cette partie mission sur place. Donc, on va passer à Julien qui du coup va nous parler de ce que la CRIRAD a fait en France au moment de la catastrophe et puis dans les jours et semaines qui ont suivi. Je te laisse. Allez, ça marche, ouais. Donc, Fukushima en France. Qu'est-ce que la CRIRAD a fait? Alors la CRIRAD, déjà elle a tout arrêté et pendant 2 mois elle a fait que du Fukushima. Donc Fukushima, c'était c'est le 11 mars 2011.
Donc j'ai regardé un petit peu, hein, je suis allé rechercher les chiffres de l'époque. Bon, alors déjà c'est 1600 heures de travail du labo, c'est 800 heures du travail du service adhérent communication, c'est des heures innombrables de Corinne, parce que voilà, Corinne c'était 24 heures sur 24. C'est aussi des adhérents pareil qui nous ont aidés sans compter, puisque des personnes bénévoles adhérentes tenaient le standard en permanence. Ça a duré pendant plusieurs jours. On a eu des milliers de demandes, on a eu plus de 1000 commandes de radiamètres. On n'a jamais réussi à en avoir 1000, donc, parce qu'il faut savoir qu'après Fukushima, il y a eu une pénurie mondiale de radiamètres. C'est l'explosion du site internet, hein, qui est monté jusqu'à 40 000 vues par jour, alors qu'avant Fukushima on était à quelques centaines par jour. Donc on avait d'ailleurs dû en catastrophe faire appel à un autre serveur parce que le serveur a sauté. Enfin bref, donc c'était vraiment une activité comme on n'en avait jamais vécu, enfin sauf peut-être dans les débuts de la CRIRAD, hein, au moment de la catastrophe de Tchernobyl. Et donc si on regarde, pendant le premier mois, on a fait 31 communications en un mois. Donc dans ces 31 communications, il y a 16 communiqués. Donc après des tableaux de résultats, parce qu'on a fait énormément d'analyses, des analyses de notre service balise, mais des analyses aussi de denrées alimentaires, d'eau de pluie qu'on a récoltées de toute la France. Des notes d'information sur pour expliquer aux Français que faire en France, c'est-à-dire est-ce qu'il faut paniquer ou pas, mais aussi un certain nombre de notes d'information et de communiqués qu'on a traduits en japonais et en anglais parce qu'on s'apercevait qu'au Japon il y avait un manque cruel d'informations. Ça a été aussi une pétition, j'en parlerai un petit peu plus tard, une pétition qui a été traduite en 20 langues, qui a récolté plus de 50 000 signatures pour demander l'accès à des données. Voilà, donc bref, on ne s'est pas ennuyé. Et donc avant que je vous explique un peu plus concrètement ce qu'on a fait, si tu veux poser une petite question, Marion. Alors, question. Être sûr que vous soyez attentifs. L'Institut de recherche et de sûreté nucléaire, donc qui est l'expert officiel de l'État, qui était, puisque maintenant il a fusionné avec l'autorité de sûreté nucléaire, donc qui était l'expert officiel de l'État en matière de recherche et d'expertise sur les risques nucléaires et radiologiques, ne publie à l'époque de Fukushima que les résultats de l'iode particulaire, c'est-à-dire l'iode pouvant se déposer sur les filtres à particules, c'est-à-dire pas l'iode gazeux. En faisant cela, elle a sous-estimé l'activité de l'iode présente dans l'air d'un facteur, alors c'est là que vous participez, d'un facteur 2, d'un facteur 5 ou d'un facteur 10. Qui dit facteur 2 ? Facteur 5. Facteur 10. Et voilà, vous vous êtes fait avoir. Ouais, donc ça va venir un petit peu après. Voilà, je vous laisse un peu patienter. Donc alors, concrètement, qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, plus spécifiquement en France, mais avant de partir sur la France, je veux dire un mot de cette pétition. Donc on s'est aperçu assez rapidement qu'il existait En fait, c'était très très compliqué au début d'avoir des données. Donc il y avait un certain nombre de données qui arrivaient au compte-gouttes du Japon. Mais évidemment, la contamination de l'air était telle que, évidemment, cette contamination allait se répandre sur toute la Terre. Donc on voulait avoir des données au niveau international. Et donc on a creusé pour voir ce qui existait, et il s'avère qu'il existe un réseau, le réseau du CTBTO. C'est un réseau international qui a été créé suite au traité international d'interdiction des essais nucléaires. Et donc pour vérifier que ce traité soit bien appliqué, tous les États membres ont déployé sur la Terre entière des stations de mesure de radioactivité, mais aussi de séisme, parce que quand vous faites un essai nucléaire souterrain, ça engendre un séisme. Donc bref, il y a tout un réseau mondial officiel qui existe, qui fait ces mesures. Petit problème, les données de ce réseau ne sont pas accessibles au public. Donc suite à Fukushima, on avait des mesures au Japon, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, partout, en France, en Europe. Impossible d'avoir accès aux données. Donc c'est dans ce contexte-là que la CRIRAD a lancé une pétition pour demander l'accès aux données du CTBTO. Et donc cette pétition a eu pas mal de succès. On s'est efforcé de la traduire dans le monde entier parce que le monde entier avait besoin de ces résultats. Et puis surtout, on n'a pas réussi à obtenir beaucoup de données. Il y en a eu un certain nombre parce que certains instituts officiels, notamment en Allemagne,
ont réutilisé des données venant du CTBTO. Et on voit très bien l'importance de cette transparence, puisque par exemple les données diffusées en Allemagne ont montré que les données officielles diffusées par les USA sous-estimaient fortement la contamination en Californie, par exemple. Voilà, donc je ne vais pas plus loin sur ça, puisque c'est pas la France, c'est le monde. Et donc si on fait un zoom sur ce que la CRIRAD a fait en France, alors il y a eu vraiment, en fait c'est parti un petit peu dans tous les sens, donc il a fallu notamment, par exemple, rassurer sur la question de l'irradiation externe, parce qu'on a reçu des dizaines de fausses alertes en fait de personnes qui nous disaient j'ai un compteur GGR, j'ai vu un pic, est-ce que c'est dû à Fukushima? Donc il a fallu analyser l'ampleur de la contamination pour expliquer que non, en fait non, les niveaux d'irradiation, c'est-à-dire le rayonnement émis directement par les masses d'air contaminées, n'étaient pas suffisamment élevés pour faire déclencher des compteurs GGR en France. Tchernobyl en France, ça faisait déclencher des compteurs, pas Fukushima. Les niveaux étaient beaucoup plus faibles. Mais voilà, donc ça, c'est pas simple à expliquer, donc il a fallu l'expliquer. Ensuite, donc on en vient au fameux réseau de balises, aux mesures diode particulière, diode gazeux. Donc la CRIRAD, un peu depuis le début des années 90, elle gère un réseau de stations de surveillance de la radioactivité atmosphérique. Et donc ce réseau, grâce à ce réseau, il a deux niveaux de contrôle. Il a un niveau, il fait des mesures en direct qui détecteraient vraiment une contamination massive. C'est-à-dire que si on avait Tchernobyl aujourd'hui, les balises détecteraient en direct la contamination liée à Tchernobyl en France. Mais les masses d'air contaminées par Fukushima, le niveau de contamination était à peu près 100 à 1000 fois plus faible que Tchernobyl en France, donc c'était pas suffisant pour faire détecter les mesures en direct. Par contre, avec ces balises, on a la possibilité de faire des analyses a posteriori de l'air qui a été des filtres qui ont piégé les particules et qui ont piégé les gaz au moment du prélèvement. Et donc c'est ce qu'on a fait au moment du passage, disons, des masses d'air contaminées de Fukushima. Pendant des semaines, on a fait des analyses précises de la contamination gazeuse et particulière dans l'air. Et très rapidement, en fait, les premiers qui ont communiqué sur une contamination de l'air en France, c'était l'IRSN, parce que l'IRSN a aussi évidemment un réseau de balises officielles. Le problème, c'est que l'IRSN n'a communiqué que sur l'iode particulière et les mesures faites par la CRIRAD, et tout en disant, en faisant pas la différence, en disant voilà, il y a tant d'iode dans l'air en France. Et donc en fait, les mesures faites par la CRIRAD ont montré que c'était complètement sous-estimé, puisqu'en gros, 80% de l'iode était de l'iode gazeux. Donc ça veut dire qu'en communiquant juste sur l'iode particulière, vous sous-estimez d'un facteur 5. Voilà la réponse. Voilà. Donc voilà, la CRIRAD a communiqué dessus, et il se trouve qu'on s'est intéressé pour la petite histoire à cette question parce qu'on s'était rendu compte qu'au Japon c'était pareil. C'est-à-dire qu'il y avait des chiffres très alarmants, notamment au niveau de Tokyo, de plusieurs dizaines à centaines de becquerels par mètre cube, mais on s'apercevait que c'était uniquement des données particulières. Et donc on a commencé à dire attention, c'est fortement sous-estimé parce qu'il y a probablement aussi une composante gazeuse, ce qui s'est avéré en France. Voilà donc pour cette partie-là. Ensuite je ne sais pas combien de temps il me reste, c'est fini. Donc juste voilà, en 2 mots, dire qu'on a aussi fait beaucoup de denrées alimentaires, et on a par exemple pu mettre en évidence le fait que le lait de brebis était beaucoup plus contaminé que le lait de chèvre, qui était lui-même plus contaminé que le lait de vache. On avait pu faire des mesures au même endroit en Ardèche sur ces différents laits. Donc les niveaux en France étaient très en dessous, ne nécessitaient pas de mesures de précaution, sauf peut-être pour les personnes qui consommaient de l'eau récoltée, de l'eau de pluie directement, ce qui est rare. Mais voilà, les niveaux n'étaient pas du tout les mêmes que ceux du moment de la catastrophe de Tchernobyl. Merci Julien. Nous allons donc passer à la situation à Fukushima aujourd'hui avec Kurumi. Avant cela, une petite question, puisque j'ai vu qu'il y en a qui dorment. Personne ne ronfle encore, donc c'est déjà pas mal. Suite à l'accident de Fukushima, les limites annuelles de dose ont été portées à 20 millisieverts par an au lieu de 1 millisievert par an, qui est la limite officielle en France par exemple. Ce qui a permis de définir quelles zones devaient être évacuées. Ce seuil, qui est dit seuil de post-urgence, est repassé à 1 millisievert au bout de 10 ans, 15 ans, ou est-il toujours en vigueur? Qui dit 10 ans? Qui dit 15 ans? Qui dit qu'il est toujours en vigueur?
Et bien du coup, c'est Kurumi qui va vous répondre. Est-ce que je te laisse ma place pour que tu fais le premier? Ça va venir. C'est bon, vous pouvez le voir? Oui. Ok. Eh bien, d'abord, merci d'être là et merci à l'ECRIRAD de m'avoir donné cette occasion de parler de Fukushima d'aujourd'hui. Alors, comme c'est limité à temps, je passe tout de suite. Enlevez le micro. Non. Allô, allô. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui. Ok, désolé. Donc, on commence. Alors, je commence avec l'évolution du zonage. Donc, à gauche, est-ce que vous voyez le curseur? Non, voilà. Alors, à gauche, vous voyez les premiers zonages après l'accident qui a commencé le 11 mars. Alors, je dis bien commencé parce que l'accident est toujours en cours. Alors, d'abord, les zones d'évacuation sont définies sous forme concentrique. D'abord à 2 km autour de centrale de Fukushima, et puis 20 km, et puis 20 km entre le 11 et 12 mars. Entre le 20 km et 30 km, ce sont des zones de confinement. C'est seulement le 22 avril 2011 que le seuil post-urgence de 20 millisieverts par an est pris en compte dans le zonage. Alors, 20 millisieverts, c'est 20 fois supérieur à la norme fixée pour la santé publique. Tout à l'heure, Marion a dit en France, mais au Japon aussi. C'est-à-dire qu'au Japon aussi, en dehors de Fukushima, c'est 1 millisievert par an. C'est seulement à Fukushima que les gens sont obligés de subir le seuil de 20 millisieverts par an. Alors, depuis, les zonages d'évacuation ont été modifiés et elles ont considérablement réduites. Alors, il y a eu plusieurs étapes de modification. J'appelle votre attention de voir à peu près cette zone-là. Et là, je passe à la situation actuelle. Voilà, actuellement, il ne reste plus que ça, la zone grise. Et les petites zones vertes que vous voyez sont des zones spéciales désignées pour la reconstruction et la revitalisation. Les personnes qui ont les maisons à l'intérieur de cette zone d'exclusion peuvent demander les travaux de décontamination s'ils souhaitent y retourner. Mais seulement la maison, autour de la maison et la voie d'accès. En dehors de ces cas, aucun travail de décontamination ne sera plus effectué. Alors, mais on voit l'évolution de contamination par césium 137 selon M. Imanaka, professeur retraité de l'Université de Kyoto. Alors, selon lui, la contamination persiste pendant 1 à 2 siècles. Donc, il y a des problèmes dans la gestion de contamination par les autorités. Alors, je me contente de soulever 3 points. J'arrive à la réponse de la question posée par Marion. Alors, premièrement, il n'y a eu aucune réévaluation de seuil. Il est recommandé
normalement de procéder à une réduction progressive visant à atteindre à terme 1 millisievert par an. Or, le gouvernement japonais s'en tient à 20 millisieverts depuis 15 ans. Secondairement, on ne parle souvent que de la limite annuelle de 20 millisieverts, mais en réalité, la limite est de 100 millisieverts pour la durée de vie. Donc il est évident que le seuil de 20 millisieverts par an est inapproprié dans la perspective d'une résidence de longue durée. Troisièmement, en lieu de place de la réévaluation, lorsque la dose devient inférieure à 20 millisieverts par an, le gouvernement japonais lève l'ordre d'évacuation et autorise les personnes à entrer et à s'installer librement. Mais attention, il y a des pires. C'est dans ce contexte que nous devons situer le concept de la résilience. Au mois de juin 2025, donc il y a à peu près un an, il y a eu une décision du Conseil des ministres. Avec cette décision, la responsabilité de la gestion de l'exposition aux radiations dans la zone d'exclusion est transférée aux individus, déchargeant ainsi l'État de cette responsabilité. Et ils ont éliminé toutes les barrières qui montrent qu'au-delà de cette barrière, il s'agit des zones d'exclusion. Ils en arrivent, innocemment, on ne voit pas. Et donc, ils peuvent ramasser des champignons et manger. Mais c'est leur responsabilité. Alors, hop, on voit maintenant le changement de paysage. Alors, il y a la ligne rouge qui dévisse, donc en haut, en bas, en haut, à gauche et à droite. À gauche, c'est la situation de juin 2013. À droite, c'est la situation de juin 2024. C'est la capture de photos de Google Maps de exactement le même endroit. Vous voyez le changement de paysage. Il n'y a que des poteaux électriques qui vous disent que c'est le même endroit. En bas, pareil, à gauche, c'est 2013, à droite, 2024. Là, vous voyez le même bâtiment à droite. Mais le paysage aux alentours a complètement changé. La même chose en haut, à gauche, septembre 2015, à droite, juin 2024. Et en bas, le juin 2013, et à droite, c'est juin 2024. Là, en bas, à droite, les bâtiments que vous voyez, ce sont des logements sociaux de réhabilitation. Alors, donc, on voit des paysages rasés, méconnaissables et désolants aux yeux des anciens habitants. Alors, qui revient dans ce genre de paysage et combien? Oh. Alors, je n'ai pas le temps de faire le tour. Je vais me contenter de parler de la région côtière. Donc, c'est difficile de manipuler le curseur. Bon, alors, vous voyez la commune de Namie, Futaba, Okuma, Tomioka. Donc, Namie, c'est le taux de retour, c'est-à-dire par rapport à la population. Avant l'accident, c'est 11%, Futaba, 3%, Okuma, 9% et Tomioka, 17%. Alors, sauf Namie, qui est une commune très étendue de la région côtière vers la montagne, dans les 3 communes de la région côtière, les personnes nouvellement installées sont plus nombreuses que les anciens habitantes qui abritent des centres de recherche et développement et des industries de haute technologie. Alors, je vais présenter le cas
soyons prudents. De cette école, cette photo que vous voyez à droite en bas, on se demande à qui la reconstruction est destinée. Compte tenu de la série de violations des droits de l'homme commises à l'encontre des populations, l'objectif de cette approche de reconstruction n'est certainement pas pour venir en aide à la population. Il s'agit plutôt de sauver le prestige de l'État japonais et de renforcer l'industrie nucléaire japonaise et internationale et proclamer qu'il est possible de se remettre d'un grave accident nucléaire et que l'humanité est désormais capable de vivre avec la radioactivité. Merci. Pour se préparer à cette fameuse gestion de crise, je te laisse la parole. Donc, on a déjà parlé tout à l'heure du réseau de balises qui nous avait beaucoup servi au moment de Fukushima. Donc, depuis Fukushima, ce réseau il s'est plutôt développé. On a installé une deuxième génération d'appareils. On a maintenant 2 types de détecteurs sur le réseau, 2 types de balises. On a toujours les anciennes balises, donc avec un système de prélèvement d'air, de fil de cartouches, etc., que je vous ai décrit tout à l'heure. Et on a aussi des sondes de spectrométrie gamma qui sont développées sous l'impulsion de Bruno et d'Yves Girardot, qui est dans la salle, à partir de la fin des années 2010. Et donc aujourd'hui, on gère une dizaine de stations de mesure, donc qui vont de Genève jusqu'à Avignon. Donc on en a une à Genève, une à Grenoble, 2 dans l'agglomération lyonnaise. Ensuite, on a une station. Alors là, je ne distingue pas entre sonde de spectrométrie gamma et balise d'ancienne génération. On a également donc une balise vers le péage de Roussillon, une balise vers Romans-sur-Isère, une à Valence, une à Montélimar, et enfin une balise à Avignon. Et j'oubliais une sonde aussi un petit peu plus light, disons, c'est simplement, elle fait juste une mesure du rayonnement gamma. Elle se trouve à Pérouge dans l'Ain. Voilà, donc voilà le réseau de mesure, donc qui fonctionne toujours, sous la coordination de Jérémy Motte, qui est au fond de la salle, qui vient d'arriver. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour présenter son voisin, qui est un Zacharia, un jeune stagiaire, qui vient nous aider à moderniser les balises ancienne génération. C'est pour ok. Voilà, donc il vient nous aider à moderniser les balises d'ancienne génération, parce qu'on a besoin de le faire, puisque elle passe par le réseau téléphonique et tous les réseaux sont en train de basculer du réseau cuivre à la fibre. Donc il faut qu'on s'adapte. Voilà. Donc à côté de ça, on a aussi, toujours sur le réseau de balises, en fait, en parallèle des mesures qui sont faites en permanence 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, on a mis en place, en tirant l'expérience de Fukushima, un système de veille permanente, c'est-à-dire que là aussi, 7 jours sur 7, week-end compris, on essaye de se mettre au courant d'un éventuel événement à l'échelle mondiale qui pourrait avoir des conséquences en matière de contamination de l'air. Et donc, si besoin, derrière, on va creuser le sujet et on va faire une communication plus ou moins lourde, plus ou moins importante, plus ou moins longue en fonction de l'événement. On peut citer par exemple le cas de gros incendies qui sont survenus autour de Tchernobyl au printemps 2020. Donc pendant 2 mois, il y a eu de très importants incendies qui ont brûlé des dizaines de milliers d'hectares et donc qui ont remobilisé la contamination de l'air, puisque c'est des forêts très contaminées qui ont brûlé. Et donc à ce moment-là, les niveaux n'étaient pas suffisamment élevés. Ça entraînait une contamination locale, mais ce n'était pas suffisamment élevé pour être détecté en France. Il n'empêche qu'on était vigilants. Et donc depuis 2022, là aussi on est passé dans une veille quotidienne sur ce qui se passe en Ukraine, puisque vous savez que depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Ukraine est un pays assez fortement nucléarisé. Et donc, qui dit pays nucléarisé et guerre, dit risque accru. En particulier du fait alors je ne rentre pas dans tous les détails, mais de la présence de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, Zaporizhia, sur la ligne de front.
Et donc très régulièrement, cette centrale a subi des pannes de courant. Or, elle a besoin d'électricité extérieure pour continuer d'être refroidie. Donc elle a subi une quinzaine de pannes de courant. Donc voilà, dès que les informations le nécessitent, on communique. On le fait aussi depuis quelques mois sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Où je rappelle jusqu'à présent, on a quand même 3 pays nucléarisés qui ont subi des attaques sur ou à proximité de sites nucléaires: l'Iran, Israël et les Émirats arabes unis. Voilà, donc sur le CIVIRAD, c'est moi, donc je te laisse la place. Oui, et ce que la CRIRAD a mis en place aussi suite à Fukushima, c'est un réseau de préleveurs et préleveuses bénévoles qui ont été formés par les membres du laboratoire. Donc c'est un réseau qui a été pensé après Fukushima parce que, comme le disait Julien tout à l'heure, pendant Fukushima, on a eu besoin de faire des prélèvements d'herbe, d'eau de pluie. Et donc là, l'idée, c'est de former à l'avance des personnes aux techniques de prélèvement pour que le jour où on a besoin d'aller faire des vérifications sur le terrain, on puisse contacter ces personnes et qu'elles soient autonomes pour réaliser leur prélèvement sans qu'on ait besoin de balayer avec elles les techniques employées par le labo. Comme ça, c'est vraiment des prélèvements faits conformément à nos procédures internes. Donc aujourd'hui, ce réseau, il compte une trentaine de bénévoles. Donc on est un peu léger sur la vallée de la Loire, puisqu'on a quelques bénévoles qui se situent entre 2 centrales et donc à qui on a affecté 2 centrales. Donc voilà, si vous connaissez des gens motivés qui habitent près de la Loire, en bordure de Loire, entre Belleville, Dampierre, Saint-Laurent-les-Eaux, etc., il ne faut pas hésiter à les renvoyer vers nous. Pareil, Flamanville, c'est une centrale qu'on n'a pas couvert puisqu'on a assez peu d'adhérents et d'adhérentes dans ce secteur-là. Et on a réussi à recruter quelqu'un sur Nogent-sur-Seine il n'y a pas longtemps. Et d'ailleurs, chaque année, on organise un rendez-vous, on se fait une petite rencontre annuelle durant laquelle il y a une formation des personnes. Donc on fait une partie théorique en salle où on revient sur les besoins des personnes en matériel, en formation. On leur présente les dossiers que la CRIRAD a travaillé sur dernièrement. Et le lendemain, on va sur le terrain faire des prélèvements ensemble. Donc ça peut être, en général, on fait des prélèvements de sol et des prélèvements d'herbe. Et là, l'année dernière, on a fait des prélèvements de plantes aquatiques. Donc l'année dernière, c'était à Saint-Alban-les-Eaux, donc pas très loin de la CRIRAD. Et on a fait des prélèvements de plantes aquatiques en amont et en aval de la centrale. Donc ça permet aux gens d'acquérir des connaissances et des compétences en prélèvement. Et donc la prochaine, je me le suis noté parce que la date exacte, la prochaine rencontre aura lieu les 26 et 27 septembre en Nogent-sur-Seine. Et donc depuis l'année dernière, on ouvre ces rencontres à tous les adhérents et adhérentes pour qu'ils puissent venir partager ce moment avec nous. Donc si vous êtes dans le secteur de Nogent ou que vous avez envie de visiter Nogent, n'hésitez pas, Nogent-sur-Seine, à nous rejoindre le 26 et 27 septembre. Voilà. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques membres du réseau CIVIRAD dans la salle qui veulent lever la main. Ah, quelqu'un, j'en ai vu plus que ça. Oui, il y en a qui sont peut-être dehors. Ou qui sont timides. Qui sont pas. Eh bien, nous sommes même en avance, dis donc, sur notre date, horaire de fin, donc ce qui laisse tout à fait la place à Kurumi pour une petite annonce. Allô? Oui. Bon, j'ai oublié tout à l'heure de vous dire que nos voisins lointains 3.11 et Yoson Monolith France, qui est présente ici dans la salle, nous sommes en train de collecter les signatures pour la pétition pour demander un jugement équitable au procès civil en cours au Japon, intenté par des victimes de l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi. Il y a des feuilles de demande sur une table au village associatif et je vais laisser une autre papier à la sortie. Si vous avez un peu de temps, lisez un peu pour savoir ce qui se passe au plan juridique au Japon et si vous pouvez signer, on apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour le rapport de Ansfer, il y a
un scénario qui est fourni du Japon. Et ce n'est pas seulement des chiffres, mais aussi l'interprétation qui sont fournies par les autorités japonaises, reprises par un scare, qui devient un peu le point de vue officiel et international. Donc je ne peux pas entrer en détail, mais c'est un peu comme deepfake. Bonjour, Alain Vol pour Stop Tricastin. J'ai deux questions. Je crois avoir compris que c'est le préfet qui a la main sur... C'est lui qui décide si on doit se confiner, c'est lui qui décide si on doit être évacué. Est-ce que la CRIRAD, compte tenu des informations que vous auriez récoltées avec vos capteurs, vos balises, vous avez un contact avec le préfet? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est, j'ai cru comprendre que vous aviez un site internet et autres, peut-être un site Facebook. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour les adhérents de la CRIRAD pour les informer en priorité? Par mail, par je ne sais quelle possibilité. Je crois même qu'il y a un système maintenant qui s'appelle Alerte, et ça arrive directement sur les téléphones portables. Est-ce que vous avez ces outils et est-ce que vous les mettez à la disposition des adhérents de la CRIRAD? Alors, la réponse est que je pense qu'il faut bien prendre conscience du fait que la CRIRAD est une toute petite structure. Hein. On est donc une association d'une dizaine de salariés, donc on n'a pas du tout vocation à se substituer au travail des autorités. C'est pas possible, on n'a pas les moyens. Disons après, nous voilà, ce qu'on fait, c'est qu'à la mesure de nos moyens, quand on a une information, quand on produit une information, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va transmettre cette information par tous les canaux possibles en direction du public, mais aussi des partenaires, des collectivités qui financent le réseau de balises. Voilà, parce que je rappelle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ce réseau de balises, il est financé par de nombreuses collectivités dans la vallée du Rhône, donc le département de la Drôme, l'agglo Drôme en Valence, etc. Et donc on va communiquer de manière privilégiée auprès des partenaires, mais aussi pratiquement simultanément auprès du public, pour transmettre nos propres informations, et puis si nécessaire, apporter un regard critique sur les mesures qui sont mises en œuvre, comme on avait pu le faire au moment de Fukushima. Voilà. L'inhalation, qui va être le facteur de dose le plus important, c'est pas forcément tout de suite, là forcément ça va être les services de l'État qui vont jouer le rôle tout de suite. Mais on l'a vu pour Tchernobyl, c'est vrai aussi pour Fukushima, il y a aussi toute la phase des retombées, où là, nous, on a un peu plus de temps de réaction, comme tout le monde d'ailleurs, pour sensibiliser sur la question du post-contamination, de la contamination des aliments, puisque si on prend le cas de Tchernobyl, c'est vraiment les doses, en France je parle, les doses par ingestion dans les jours et les semaines qui ont suivi, qui ont été la cause de contamination et d'exposition la plus forte. Donc, même si on n'a pas la puissance de réaction instantanée, évidemment des pompiers par exemple, la CRIRAD doit pouvoir jouer un rôle d'information et d'amélioration de la protection, tout en restant bien sûr très modeste par rapport à notre taille, par rapport aux services de l'État. Quant à mettre en place Tchernobyl, et vous êtes une sentinelle importante, très très importante, non seulement pour la vallée du Rhône, mais vous dépassez les frontières largement. Je voudrais simplement faire une réflexion, c'est qu'on a un président de la République, un gouvernement qui mise aujourd'hui sur le nucléaire, l'extension du nucléaire à tout point de vue, et qui le banalise, qui banalise les dangers, et ça fait peur. Ça fait très très peur quand on connaît les dissimulations et les mensonges d'État qui ont eu lieu dans le passé. Voilà, bon, je voudrais bien vous entendre par rapport à ça. J'ai un remerciement également adressé à Bruno Charéron, à qui j'ai demandé, j'ai acheté et fait dédicacer son livre. Je l'ai avalé. C'est un bouquin qui est simple,
et qui doit être mis entre toutes les mains. Moi, bravo, merci et Je vais rebondir sur le point 2 qui est plus facile. Merci à vous de l'avoir lu. Et il faut bien voir que si ce livre, c'est le livre de, entre guillemets, Bruno Charéron, c'est en réalité le livre de... Enfin, j'essaie de rendre un peu hommage ou de faire comprendre ce qu'est la CRIRAD de l'intérieur. C'est-à-dire la CRIRAD, c'est vous, c'est les adhérents, c'est les bénévoles, c'est le conseil d'administration, c'est les salariés. Et la CRIRAD, c'est aussi tous les gens du terrain. On va en reparler encore tout dans la table ronde d'après. Sans les gens du terrain qui nous demandent de les aider, mais sans eux, sans leur connaissance du terrain, sans leur énergie, la CRIRAD ne serait pas grand-chose. Et donc c'est cette synergie que je trouve moi particulièrement puissante dans ce qu'est la CRIRAD. Sur la question 1 qui est beaucoup plus difficile, je ne sais pas qui veut répondre. Joker. Non, mais... On n'a pas grand-chose à dire en fait là-dessus. Nous, on fera face, on sera là pour informer sur ce nouveau nucléaire s'il est mis en place. Là, ce que Bruno a fait par exemple par rapport à Flamanville, c'est révéler le problème qu'il y avait à Taishan 1, je ne sais pas si tu veux en dire un mot, et qui du coup est un défaut qui se retrouve aussi sur le PR de Flamanville. Oui, alors, attends, est-ce qu'on en reparlait tout à l'heure? Non, pas forcément, dans la table ronde du monde, non. Oui, le travail qu'on peut faire et qu'on continue à faire et qu'on continuera à faire, c'est du décryptage technique, scientifique. Ce qui peut vraiment nous aider, ça a été le cas sur Taishan. Vite fait, donc Taishan, c'est le premier EPR, réacteur pressurisé de type moderne, hein, European Pressurized Reactor, qui a été mis en service avant la France en Chine. Il s'est avéré il y a quelques années qu'il a eu un grave dysfonctionnement qu'il a mis à l'arrêt pendant 1 an. Ce grave dysfonctionnement, c'est qu'en fait, il y a un défaut de conception de la cuve, c'est-à-dire que quand l'eau arrive au fond de la cuve pour retraverser les assemblages de combustible, il y a des vibrations et ça a gravement abîmé les assemblages et les structures des assemblages. Bon, bref, donc c'est quelque chose de grave qui pourrait avoir été beaucoup plus grave. Le problème, c'est que ça... nous avons eu des informations grâce à un travailleur du nucléaire et nous avons pu communiquer assez largement sur le fait que ce qui s'était passé à Taishan allait probablement se passer à l'EPR de Flamanville. Donc voilà là un travail d'information que l'on peut faire grâce aux travailleurs du nucléaire. Je l'ai dit ce matin, mais je pense que ça aussi c'est très important pour ce que va pouvoir faire la CRIRAD dans le futur, c'est si elle arrive à se mettre en synergie avec les travailleurs, ceux qui savent, ceux qui sont dans les installations, ceux qui peuvent nous faire remonter des informations concrètes pour que nous, après, on les rende compréhensibles par le grand public, qu'on communique dessus, parce que parmi tout ce qui fait vraiment peur sur ce qui se passe dans le nucléaire, les informations les plus précieuses remontent de l'intérieur des installations. Donc là, la synergie travailleur-CRIRAD est vraiment quelque chose d'important pour le futur. Donc il y a des choses qu'on pourra faire. Bien sûr, ça fait peur de voir le niveau de désinformation, le niveau de mise au pas de la plupart des grands médias, en fait. Hein. C'est de plus en plus difficile d'avoir des gens qui ont un discours critique par rapport au nucléaire dans les grands médias. C'est pas perdu, c'est pas fichu, mais c'est un travail. Il faut que la CRIRAD vraiment se reprenne de l'énergie, trouve de nouveaux adhérents, puisse faire face à tous ces défis qui sont devant nous tous. Oui, Jean-Marie, adhérent à Romans, adhérent CRIRAD à Romans. Et l'État japonais, les autorités japonaises et les autorités internationales à travers l'ANSCER, donc les IRSN ont adopté la même position pour dire que l'incidence est anormalement a été augmentée, plusieurs dizaines de fois plus, et on dit qu'il n'y a pas de causalité, il n'y a pas de rapport de causalité entre l'accident nucléaire et ces maladies chez les jeunes, ce qui est absolument incroyable, parce qu'il y a des scientifiques qui démontrent, vous pouvez le voir dans un article de cette brochure,
Et malgré tout, il y a un déni, et comme c'est tenu par des gens qui ont du pouvoir dans les sphères internationales, l'ANSCER, c'est quand même une référence, etc. Donc voilà quoi. Alors deuxième invisibilisation qui est très grave, c'est qu'actuellement, tous les jours, il y a 4500 travailleurs qui interviennent sur le site de Fukushima Daiichi. Après l'accident, pour les premières années, c'était 6 000 à 7 000 personnes. Évidemment, il y a un turnover très... alors, premièrement, on ne peut pas le savoir, il n'y a pas comme à Tchernobyl des morts directes, etc. Mais on a beaucoup de gens qui sont malades, mais il n'y a que 17 personnes qui ont pu obtenir la reconnaissance de maladie professionnelle. Mais en fait, donc, comme ils prennent des doses au bout de quelques temps, il faut qu'ils arrêtent. Bon, après, etc. C'est la même système de sous-traitance en France. Donc, je trouve que vraiment, ça serait bien qu'on puisse parler beaucoup plus de travailleurs, parce que s'ils n'interviennent pas, il va y avoir des choses plus graves sur le site, parce que l'accident n'est pas maîtrisé. Et ce qu'il faut vraiment savoir, qu'en fait, on ne maîtrise pas quand on a quelque chose comme ça. Et ça sera la même chose en France ou ailleurs, en Ukraine. Donc voilà. Mais c'est effectivement très difficile, parce que tous les médias sont tenus maintenant par des gens qui veulent nier, quoi. Donc n'oubliez pas de prendre la brochure. Merci. Le Rhône-Alpes, nous avons beaucoup de centrales atomiques, et une zone de 30 km autour est décidée par le gouvernement pour la distribution des pastilles d'iode. Les autres n'en auront pas. Comment se procurer ces pastilles d'iode? Car de toute façon, le stock, il n'y est pas. Quand on va dans des pharmacies, même quand on est dans la zone des 30 km, on ne peut pas en avoir. Donc c'est vraiment du pipeau. Et contre les rayons gamma, on ne pourra rien faire, à part se terrer dans des bunkers. Mais au moins limiter les dégâts pour vivre encore quelques années de plus dans les meilleures conditions possibles, en évitant des cancers radio-induits. Et cette distribution de pastilles d'iode devrait être à la disposition de tous et de toutes. Et ça, c'est un gros problème. Donc comment faire pour s'en procurer? Je pense que la personne qui a peut-être le plus d'infos, c'est Roland, s'il peut avoir le micro sur la question des pastilles d'iode. C'est clair, en tout cas, sur le diagnostic, que la distribution ne va pas être du tout opérationnelle pour les gens qui sont à grande distance. Ça, on a pas mal de produits d'enquête là-dessus qui sont disponibles sur notre site. Et donc, sur comment se procurer des pastilles d'iode. Alors, notre Premier ministre Alain Juppé, en 1996, a sorti un arrêté qui disait qu'on va les prédistribuer autour des sites nucléaires dans un rayon d'abord de 10 km puis 20 km. En fait, ça ne marche pas bien, puisqu'en gros, moins de la moitié des gens sont venus les récupérer. Et au-delà, ce qu'il nous avait promis, c'est qu'ils seront à disposition dans toutes les pharmacies de France. Malheureusement, tous les témoignages qu'on a montrent que quand on va chez le pharmacien du quartier, et quand vous êtes en dehors de la zone, eh bien, c'est très compliqué pour vous en procurer. On l'a signalé plusieurs fois, on l'a écrit dans des traits d'union. Il faut insister, mais on peut l'obtenir. Il suffit, c'est là, au prix modique de entre 5 et 7 euros la boîte, vous pourrez les obtenir auprès du pharmacien. Mais c'est vrai que c'est aberrant qu'on ne puisse pas les avoir aussi facilement. C'est là qu'on s'est interrogé, nous, sur et s'il y avait l'accident. Eh bien, au-delà de la zone 20 km, là, normalement, personne n'est censé les avoir. Il y a ce qu'on appelle le plan iode, dans les plans départementaux de réponse à une crise d'urgence radiologique. Ça s'appelle comme ça, ce qu'on appelait avant le plan ORSEC. Eh bien, quand on a étudié, nous, la CRIRAD, je dirais comment ce plan, c'est ce qui est marqué dans le papier,
Alors ce n'était pas pour nous la Drôme, parce que nous, il n'y a même pas ce plan-là. Il n'y a même pas de plan pour la Drôme. Par contre, là où il a été publié, ce plan, eh bien, nous avons constaté qu'il était totalement inapplicable. En tout cas, que les gens ne seront pas alimentés en comprimés d'iode dans un délai rapide. Parce qu'évidemment, c'est l'important, c'est la rapidité. C'est pas les avoir un mois après, ça ne sert à rien. Donc là, nous avons pu constater que les plans n'étaient pas obstinés. Et pour la Drôme, moi je pose régulièrement la question, on dit, on verra, on y travaille. Voilà dans les services préfectoraux la réponse que nous avons, puisque ça dépend du préfet. Alors juste pour compléter, nous on a Juste, c'est pour dire que moi j'en ai acheté par internet, mais est-ce que c'est une solution valable voilà, surtout quand on a des enfants, qu'on est maman et qu'on se préoccupe de la question. Mais moi personnellement j'ai acheté par internet. Est-ce que c'est valable? Dites-moi. Roland, une petite précision. Les compléments alimentaires, ça ne marche pas. Hein. Alors, oui. Roland, une petite précision. On nous dit qu'il y a rupture de stock. J'ai été médecin dans une précédente vie. Et alors, les compléments alimentaires, sur le coup, ça ne marche sûrement pas. Mais par contre, il me semble, pour avoir travaillé dessus, que le fait d'avoir une iodurie haute régulièrement, c'est tout à fait important d'avoir la thyroïde le plus saturée possible en iode, parce qu'à ce moment-là, on est moins susceptible d'atteinte radioactive. En plus, on est dans les Alpes. Les Alpes sont un endroit où il y avait beaucoup d'idios des Alpes par manque de iode. Les Alpes manquent d'iode dans la structure même de leurs roches. Et donc on peut que recommander à tout le monde de faire attention à sa iodurie. Oui, et donc pour compléter ce que disaient Didier et Roland, en fait, nous, à la CRIRAD, on avait invité tous les adhérents et adhérentes à aller chercher des pastilles d'iode avec un courrier de l'ordre des pharmaciens à l'appui, puisque c'est Danielle Persicot, je ne sais pas si elle est là dans la salle, qui est là, qui avait fait elle-même le courrier en tant qu'ancienne pédiatre à l'ordre des pharmaciens et qui avait dit que oui, c'était possible d'obtenir des comprimés d'iode en pharmacie. On a renouvelé cette demande récemment, après le début de la guerre en Ukraine, parce qu'au moment de l'entrée en guerre de l'Ukraine et de la Russie, nous, quand on a fait le test pour nous d'aller chercher en pharmacie des comprimés d'iode, on nous a dit que c'était plus possible parce que les autorités craignaient que le fait de le... Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand l'Ukraine et la Russie sont entrées en guerre, les troupes russes sont passées par Tchernobyl et la zone d'exclusion. Il y avait des grosses craintes de remise en suspension de radioactivité de Tchernobyl. Donc du coup, ils se sont dit en France qu'on allait paniquer et prendre des pastilles d'iode par précaution alors que ce n'était pas nécessaire. Donc ils ont bloqué les stocks à ce moment-là et depuis... l'ordre des pharmaciens renvoie, alors je ne sais plus Julien si tu te rappelles, c'est un acronyme vers une instance au-dessus pour valider, je ne sais pas si c'est pas un lien même avec les armées. Donc voilà, que c'est plus du coup l'ordre des pharmaciens qui a la main sur le fait ou non de distribuer ces pastilles d'iode, mais ce serait à un niveau supérieur. Alors, il y a un micro et il y a des personnes qui distribuent les micros. Donc, ceux qui veulent le micro peuvent lever la main et puis on donne dans l'ordre. Consultation, enquête publique. On essuie les plâtres avec la nouvelle procédure Macron, industrie verte, etc. On a eu une première réunion publique et à la question du radon et de la limite du 1 millisievert et du fait que le radon actuellement, la France depuis 2023 seulement, s'est mis aux normes internationales et a changé son mode de calcul pour que la dangerosité de ce gaz apparaisse réellement. Parce qu'avant, le mode de calcul diminuait, minorait la dangerosité du radon. Donc, enfin, la France s'est mise à jour. Le résultat, c'est que les courbes que nous présentait Orano pour 2024, présentées en 2025, pour la première fois, elles dépassaient la limite seuil de 1 millisievert par an. Cette limite de 1 millisievert par an, ce n'est pas un seuil d'iniquité,
C'est un seuil d'alerte. Et à la première réunion publique, donc on a posé la question, et la réponse d'Orano qui était là, ça a été de dire oui, mais justement, on est en train de voir avec les services de l'État. Et puis là, le commissaire enquêteur a interrompu la réunion qui était terminée, et j'ai foncé vers les cow-boys d'Orano en leur disant mais qu'est-ce que vous avez dit? Je suis inquiet. Et ce qu'il m'a dit ne m'a absolument pas enlevé l'inquiétude, c'est qu'en fait, ce qu'il m'a dit, c'est pas seulement Orano qui discute avec les services de l'État pour voir comment on pourrait modifier ce seuil d'alerte, si on ne pouvait pas des fois passer à 2, par exemple, mais en fait, ça concerne tous les acteurs du nucléaire. Donc c'est encore pire. Alors je voudrais savoir si quelqu'un à la tribune ou dans la salle a des infos sur ce qui risque de se passer pour ce seuil alerte de 1 millisievert pour la dose efficace annuelle ajoutée en France. Merci. Non, on n'a pas d'infos pour l'instant du fait que ce seuil de 1 millisievert serait remis en question. Mais voilà. Et d'ailleurs, par contre, on est souvent vigilant sur le fait que ce seuil, finalement, les industriels s'en servent en tant que seuil limite, en disant mais c'est bon, si on est à 0,9 millisievert, tout va bien. Donc il faut sans arrêt rappeler au moindre industriel du moindre site que ce seuil de 1 millisievert, il doit tenir compte de l'ensemble des contributions, de l'ensemble des sites. C'est pas, chaque site ne doit pas induire une exposition de 1 millisievert en fait. C'est ce 1 millisievert qui correspond à la somme de toutes les expositions à la radioactivité hors radioactivité naturelle et médicale, mais toutes confondues, quoi. Voilà, et ça, c'est vrai qu'Orano, par exemple, voilà, quand Orano, dans sa présentation dans les Bois Noirs, dit tout va bien, on est en dessous de 1 millisievert, déjà ils peuvent plus le dire à cause du radon, mais voilà, c'est important de le... Partie de la commission des risques majeurs au niveau régional et au niveau national, ce qu'il y a, c'est que tout est pris en charge par le préfet. Personne d'autre n'aura main mise s'il y a un accident. C'est pas la CRIRAD fera ce qu'elle pourra, elle fera forcément des mesures dans la mesure où elle le peut, mais si vous voulez, il ne faut pas espérer que le préfet fasse autre chose. Et le préfet, il est en direction directe du ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui décide de ce qui va être fait. Le préfet régional redescend et le préfet départemental reprend en charge. Et le FR Alerte, qui a été notifié tout à l'heure, c'est tout simplement une mesure de l'État pour soi-disant, quels que soient les risques majeurs, vous informer directement sur votre smartphone, puisqu'on sait que vous êtes tous les jours et à tout instant avec votre smartphone. C'est tout. Et ils s'en foutent des gens qui n'ont pas de smartphone. Et je me suis battue au niveau national pour que restent les sirènes, parce qu'il était question de les supprimer, parce que ça coûtait trop cher aux communes. Donc vous voyez avec quel état d'esprit on est dans une forme. Avec le changement climatique, on aura encore plus de risques majeurs. Et par conséquent, tout ça, c'est géré de la même manière. C'est encore pire quand le nucléaire est en jeu, parce qu'il y a encore plus d'intérêt en jeu. Mais tout ce qui a été dit ici est juste. Et je voulais revenir aussi sur la distribution des pastilles iode. Depuis le début, c'est les laboratoires pharmaceutiques désarmés qui ont les stocks. Alors une dame disait tout à l'heure, les stocks ne sont plus à la hauteur. C'est possible, je ne peux pas vous le dire, mais de toute façon, il fallait toujours passer, quand on allait voir son pharmacien, de lui demander d'intervenir au niveau du service pharmaceutique désarmé. Donc, voilà, merci. Je crois avoir aperçu justement des pharmaciens derrière les panneaux. C'est pas l'heure de la distribution des pastilles? Et où sont les pharmaciens? J'ai vu des blouses blanches en fond de salle. Est-ce que c'est pas le moment de distribuer les pastilles d'iode? C'est maintenant? Les pastilles d'iode? Parce qu'on a une population assez inquiète. Ah, vous en aurez pour tout le monde, c'est bon? Donc je crois que nous sommes entre de bonnes mains.
Je peux dire quelque chose encore très rapidement par rapport à la dernière intervention qu'il y a eu de la dame, juste très rapidement. Je trouve que les alertes, les sonnettes, les alarmes des pompiers, c'est une très bonne idée, mais j'ai été dans d'autres pays européens et il y a eu des tests où même la population n'était pas informée de la lecture de ces alertes. Déjà là, il y a aussi du travail, je pense, à faire, parce que je pense que l'information et l'éducation, que ce soit au niveau des enfants et la formation au niveau des adultes, n'a pas été suffisamment encore faite, a été délaissée, et que maintenant même ça passerait à travers d'une oreille à l'autre. Merci. Je voulais aussi poser une question par rapport aux zones d'exclusion. C'est que j'ai eu des échos de la CLI, je ne sais plus si c'est Flamanville ou La Hague, donc à l'ouest de la France, comme quoi, compte tenu de l'expérience de Tchernobyl, de Fukushima, ils considèrent que c'est très traumatisant les déplacements en population et que si ça arrivait en France, il se pourrait qu'ils ne fassent pas d'évacuation. Je ne sais pas s'il y a eu des échos ou pas. Parce que c'est trop traumatisant d'évacuer les populations. C'est le narratif qui se fait entendre au Japon. Hein. C'est sur on compte des nombres de décès, de morbidité, et puis il y a des discours qui disent qu'il vaut mieux justement de ne pas évacuer la population parce qu'ils meurent de traumatisme ou de situations dans le logement provisoire. Bon, de mon point de vue, c'est vraiment un discours pour ne pas pouvoir évacuer la population. Dans les situations d'urgence, il est important d'évacuer la population. Ceci dit, il y a des cas des hôpitaux où il attendait l'évacuation pendant longtemps, c'est-à-dire qu'ils n'arrivaient pas. Et donc il fallait descendre des clients en bas, on attend, le secours n'arrive pas, on remonte, on redescend, et puis finalement le autocar arrive et ils partent en recherche des hôpitaux qui peuvent les accueillir. Il n'y en a pas, donc ils cherchent des heures, et pendant ce temps-là, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de gouttes, etc. Et il y a eu des morts. Alors donc, il y a aussi question d'organisation du secours, et il y a toutes les choses qui peuvent être préparées en amont. Allô? Oula. Oui. Et oui, parce qu'il y a trop de lumière. Donc bravo aux courageuses et courageux toujours présentes et présents à la fin de cette longue journée chaude. Donc on va cette fois-ci s'intéresser à la question de quelques combats de la CRIRAD. Donc d'abord les mines d'uranium, la question des mines d'uranium. Ensuite on va parler du sujet de l'usine Orano à Malvézy. Donc on aura le plaisir de laisser la parole à Michel Leclerc, donc, qui est un salarié sous-traitant qui a travaillé à l'usine Orano de Malvézy. Et ensuite, on aura également une intervention du représentant de ma zone contrôlée. Voilà, et puis si on a le temps, on
on parlera un petit peu du travail de la CRIRAD autour de l'expo nucléaire et eau qui est au fond de la salle. Donc ça, c'est juste si on a le temps. Donc on va tout de suite démarrer avec la question des mines d'uranium. Alors d'abord, la CRIRAD, elle s'est créée au lendemain de Tchernobyl. Donc il n'y a pas tellement de rapport entre Tchernobyl et les mines d'uranium. Du coup, Bruno, pourquoi la CRIRAD s'est-elle intéressée aux mines d'uranium? Alors, merci Julien. La CRIRAD s'est intéressée aux mines d'uranium parce que sans mines d'uranium, il n'y aurait pas de nucléaire, premièrement. Et deuxièmement, parce que plusieurs dossiers ont attiré l'attention de la CRIRAD à cette époque, c'est-à-dire, disons, le début des années 90. Et le point commun à tous ces dossiers, le site minier de l'Écarpierre en Loire-Atlantique, les sites miniers de Bessines-sur-Gartempe en Haute-Vienne, par exemple, ou plus tard le site des Bois Noirs dans la Loire, le point commun, c'est que des citoyens, voire des élus locaux, ont fait appel à la CRIRAD parce que on leur propose, ils avaient pris conscience du fait qu'il y avait des projets de leur ramener des déchets radioactifs venant d'ailleurs sur leur site. Et grâce à eux, à leur mobilisation, au travail qu'a pu faire le laboratoire de la CRIRAD, travail parfois juridique, je vois Corinne qui rentre dans la pièce, donc je vais lui rendre un petit peu hommage vite fait. C'est elle qui a fait les premières études juridiques pour montrer la dangerosité réelle des déchets radioactifs des mines d'uranium, par exemple à l'Écarpierre, mais aussi en Limousin. Et puis le travail d'analyse d'échantillons. Donc le point commun de toutes ces mobilisations, c'est que la CRIRAD a pu illustrer ce scandale des mines d'uranium, où par exemple en Limousin, des résidus vraiment très radioactifs, dans le sens plus de 100 000, plus de 500 000 becquerels par kilo, des résidus des mines d'uranium ou des usines d'extraction d'uranium étaient transportés par exemple par camions non bâchés pour aller les balancer dans une ancienne carrière, et ces résidus tombaient par exemple sur la route, et une famille qui vivait au bord de la route, là je parle de Bessines-sur-Gartempe en Haute-Vienne, nous a envoyé au labo, à l'époque c'est vieux, un échantillon grâce à des associations locales, et c'est comme ça que la CRIRAD a pu commencer à comprendre ce scandale des mines d'uranium, c'est-à-dire que des déchets très contaminés par l'uranium et tous ses descendants radioactifs étaient traités comme si c'était des déchets pratiquement d'ordures ménagères banales. Voilà, alors dans ce propos introductif, je voudrais vraiment rendre hommage à tous ce qu'on appelle aujourd'hui ces lanceurs d'alerte ou ces citoyens engagés. Alors, si je commence, je vais en oublier, mais par exemple, je pense à un instituteur, Thierry Lamiraud, qui s'est beaucoup battu sur la question des mines en Limousin, par exemple. Je pense à toute l'équipe, Jean-Marie Pasquereau est là, par exemple, de l'équipe de l'Écarpierre, Moi des Sèvres pour l'avenir. Je pense à, on en parlera tout à l'heure, Chantal qui est à la table sur les mines de Bretagne. Je pense à Arlette Maussan sur les sites des Bois Noirs et d'autres. Mais je crois que je suis en train peut-être de déraper sur le texte du collectif Mines d'Uranium, n'est-ce pas? Alors peut-être juste pour que ça fasse la transition, c'est que au bout d'un moment, compte tenu du nombre de sites miniers qu'il y a en France, puisqu'on parle de 200-250 anciennes mines d'uranium, il a été très important de créer une fédération, un groupe qui s'appelle le collectif Mines d'Uranium, et on reviendra sur cette importance du travail mutualisé quand on parlera de Malvésie et du collectif Vigilance Malvésie. Okay, merci Bruno. Donc on va laisser la parole à deux membres éminentes du collectif Mines d'Uranium qui ont préparé un texte. Donc je vais vous laisser le lire, et pendant ce temps, donc vous m'avez donné un petit diaporama de photos que vous avez collectées, qui vont passer pendant que vous intervenez. Oui, voilà, chaque fois qu'on va... Chantal va prendre la parole. Voilà. Oui, sur les photos. Voilà. Donc le collectif Mines d'Uranium, c'est 14 ans de force collective. Après la réunion des 25 ans de la CRIRAD à Paris en juin 2011, le collectif Mines d'Uranium s'est constitué en 2012. Il rassemble, avec le soutien scientifique de la CRIRAD, les associations agissant localement sur la situation laissée par l'exploitation des anciennes mines d'uranium, tant en France qu'au Niger. Arlette Maussan en était sa coordinatrice très active. Son décès le 6 novembre 2025, 2 jours avant la rencontre annuelle, nous a désemparés,
même si grâce à Daniel et Jean-Max Estet, la réunion à Guérande, en Loire-Atlantique, a été maintenue, car c'est ce qu'elle aurait vraiment souhaité. Elle venait de terminer 2 gros documents sur la situation des bois noirs et dans le Massif central qu'elle avait sillonné avec son DG5 ces 5 dernières années. Une Fémage, un hommage au féminin, à Arlette, se déroulera le samedi 30 mai à partir de 10h avec, alors ça ne doit pas être, il me semble, la plantation d'un ginkgo. Sur le terrain, il est déjà planté, mais seulement la plaque qui commémore ce qu'elle a fait, en fait, me semble-t-il, si je ne dis pas de bêtises. Cette réunion à Guérande nous a permis, avec la présence de Julien Sirel, co-directeur de la CRIRAD, répondant à l'invitation de Joël et Pierre David, de penser le passage de relais du CNU avec la reprise extractiviste tout azimut en France, voulue par le président Macron. Alors l'action du CNU a consisté notamment en l'organisation d'une rencontre annuelle à chaque fois dans des anciens sites miniers différents, ce qui permettait aux participants de visualiser les lieux, de connaître concrètement la problématique locale et d'exposer la leur. Les médias locaux étaient invités pour leur exposer la situation. Un communiqué de presse commun a été publié à l'issue de la rencontre, traçant les axes d'action et de revendication. Entre 2 réunions, nous échangions par mail nos informations, nos coupures de presse, nos alertes. Cela a permis de faire front commun vis-à-vis d'Areva et d'éviter les différences de traitement dans l'enlèvement des décontaminations. Nous avons pu présenter nos revendications communes au ministère de l'écologie où nous avons été reçus en 2015 à 2 reprises. L'existence de ce collectif et des liens créés nous a soutenus moralement dans nos combats locaux. Marie-France Gauthier de l'association Moine et Sèvres pour l'avenir tenait beaucoup à participer à ces rencontres annuelles car chaque fois elle repartait, comme elle le disait, regonflée à bloc, et nous aussi. La première édition a eu lieu en août 2012 près de l'ancien site minier de Saint-Priest-la-Prune, dans le foyer de ski de fond de l'Avoine, dont la décontamination fut obtenue non sans mal de l'ex-Areva devenu Orano, à l'invitation du collectif des Bois Noirs animé par Arlette Monsin. Cette première édition a rassemblé 14 associations de l'Ouest et du Massif central, ainsi que l'ONG Aguirre-Inman du Niger. 4 autres rencontres auront lieu à l'Avoine, près de ce site, en 2017, 2021, 2023 et 2024. Alors, le collectif Bois Noir s'est créé dès 1980 suite à l'annonce d'un projet de centre de stockage des déchets radioactifs dans le site des anciennes mines de Saint-Priest-la-Prune. Grâce à une forte mobilisation des collectifs locaux, le projet a été abandonné en 1984. Puis ce sera le long processus de devenir de la friche industrielle constituée par l'ancienne mine de traitement, l'ancienne usine de traitement démolie en 2006 et le confinement des 1,3 million de tonnes de résidus radioactifs qui sont dans le Grand Bassin, actuellement recouverts d'eau, avec des problèmes de pollution et de tenue de barrage toujours pas résolus. Ce qui est l'objet d'un bras de fer avec Orano. Ce sera un dossier important pour la CRIRAD, à qui le collectif des Bois Noirs demandera une expertise suite à la conférence de Bruno Charéron en août 1996. Suivra une double expertise présentée en 2003. Une autre suivra en 2008 concernant la station de traitement des effluents grâce à une subvention du Conseil régional Rhône-Alpes. Areva présentera des projets de réaménagement pour les abandonner ensuite en 2015, malgré les injonctions de la ministre de l'Environnement Ségolène Royal. Et le bras de fer continue entre Orano et le collectif des Bois Noirs, épaulé par la CRIRAD. Alors l'année suivante, en 2013, le CNU s'est réuni en Corrèze à Aurillac à l'invitation de l'ADEX, Association de défense de l'environnement Xintri, ce qui a permis de faire connaître le site de Saint-Priest et les difficultés d'obtenir l'enlèvement des stériles radioactifs de la part d'Areva.
En 2014, ce fut à Guignon, à l'invitation de l'association VPEG, présence du maire d'Arlit au Niger, qui a accompagné Al-Mustafa Alassane, président d'Aguirre Inman, et se préoccupe déjà de l'après-mine pour sa population. Donc l'association VPEG, c'est Vigilance pour l'environnement à Guignon. Elle est créée en 2009 lorsque l'émission d'Élise Lucet, Pièce à conviction, le scandale uranium, le scandale de la France contaminée, a mis en lumière la pollution radioactive qui a impacté différents lieux de la ville, notamment les berges de la Roue, les terrains justant l'ICPE, le parking du stade Jean Laville et ses alentours. Avec l'aide active de la CRIRAD, VPEG a réussi à faire décontaminer en partie les différents lieux et à faire inclure dans l'ICPE le parking avec les terrains environnants. En 2015, la rencontre annuelle a eu lieu à Bousset, près du site de l'Écarpierre, à l'invitation de l'association Moi les Sèvres pour l'avenir. Nous visiterons ainsi le site proche de la Chapelle-Largeau, dans les Deux-Sèvres, avec Jean-Pierre Piednoir, président de Noria. Nous nous réunirons une seconde fois à Bousset en 2022. Donc l'association Moi les Sèvres pour l'avenir s'est créée en 1991 suite à la fermeture du site d'extraction et de traitement de l'uranium à l'Écarpierre, près de Gétigné, sur la commune de Gétigné, et pour ne pas accueillir les déchets de thorium de La Rochelle. Déjà 11 millions de résidus miniers sont stockés, ce qui crée inévitablement des pollutions difficiles à contenir. À 2 reprises, en 1991 et 2009, l'association a empêché, avec l'aide de la CRIRAD, la réutilisation de stériles miniers et a été vigilante lors de la création de parcs photovoltaïques. En 2016, la rencontre annuelle s'est tenue à Pénestin, en Loire-Atlantique, près de l'ancienne mine sous-marine de Piriac, la plus riche de France en teneur d'uranium, à l'invitation de Cap Radioactivité et de pays verts, blancs et noirs. Nous y reviendrons en novembre 2025 à Guérande. Donc c'est en avril 2014 qu'un groupe de citoyens effectuera des mesures de radioactivité dans cet endroit autour de Guérande, et c'est ce qui fondera l'action du collectif Cap Radioactivité qui interpellera Areva sur le sujet. En 2018, ce fut dans les nouveaux locaux de la CRIRAD à Valence, puis en 2019 à l'ODEV avec arrêt du nucléaire 34 qui nous avait rejoint l'année précédente. Donc à l'ODEV, c'est une zone d'activité qui a été installée sur l'ancien site minier. L'association ADN 34 s'intéresse aussi de près à l'usine de traitement d'uranium d'Orano sur le site de Malvézy, dont on parlera tout à l'heure, près de Narbonne. En 2019, une action carte postale site minier du CMU, animée par Arlette, a été menée à Saint-Étienne lors de la consultation pour le PNGMDR, Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs. Nous n'avons pas été dans la Creuse, ni dans le Cantal, ni dans le Limousin, ni dans le Puy-de-Dôme, ni en Bretagne, dans le Morbihan ou dans les Côtes d'Armor, ni au Niger, mais leurs représentants ont parlé de leurs problématiques. Pour la Creuse, c'est Jean-Pierre Mine, président de Oui à l'avenir, qui est venu à plusieurs reprises exposer la situation méconnue de sa région. Antoine Gatté, juriste à Sources et Rivières du Limousin, était venu à la première rencontre. C'est à Bessines, dans le Limousin, qui stockait la plus forte quantité de résidus miniers, une trentaine de millions de tonnes de résidus. Marcel Brognaud, président de Puy-de-Dôme Environnement, a mené une lutte opiniâtre aidée par la CRIRAD pour faire reconnaître les pollutions radioactives, notamment dans la cour de l'école de La Chaux. Il connaissait le dossier sur le bout des doigts et avait obtenu le financement d'un DG5, c'est un détecteur gamma, en 2006 par le Conseil régional Auvergne, ce qui permettra aussi au collectif Bois Noir avec Arlette de réaliser de nombreuses mesures. Il est décédé peu de jours avant Arlette. Il avait appuyé la création du collectif Mine d'Uranium lors d'une réunion préparatoire avec Arlette à son domicile. Dans le Cantal, ce sont 2 associations, Nos enfants et leur sécurité, présidée par Huguette et Georges Hague, et Pour notre qualité de vie, présidée par Annie et Gilbert Audit, qui ont notamment saisi les tribunaux pour faire reconnaître et cesser des situations scandaleuses dans le site de Saint-Pierre-du-Cantal.
mesuré et dénoncé par la CRIRAD comme un mur d'escalade sur le mur de concassage du minerai et un terrain de foot sur la plateforme. En Bretagne, l'association Rose-Glace s'est créée en 2008 suite aux mesures de radioactivité effectuées par André Paris, dont on a parlé tout à l'heure, dans la concession de Lignol, dans le Morbihan, démentant les affirmations en janvier 2005 de réhabilitation parfaite de la Cogema. Dans les Côtes d'Armor en 2012, c'est l'association Sortir du nucléaire Trégor, grâce à la perspicacité de Gaël Vidal, qui débusquera des pollutions radioactives parmi une quarantaine de sites oubliés, qui étaient des recherches ou débuts d'exploitation non répertoriés dans l'inventaire officiel Mimosa. En 2019, le journaliste Larbi Benchia réalisera le documentaire Bretagne radieuse, diffusé sur France 3. Et au Niger, l'histoire commencera entre Agirinman et la CRIRAD dès 2003, de façon rocambolesque, avec la confiscation des appareils de mesure sur ordre d'Areva dès la descente d'avion. Néanmoins, plusieurs missions y seront conduites, obligeant Areva à créer notamment un observatoire de la santé. Alors, le bilan. L'existence du collectif mine d'uranium, de par sa force collective, a empêché Areva de passer sous silence l'existence des contaminations qu'il a dû cartographier grâce à l'action des associations et la circulaire Borloo en 2009, prise suite au reportage du scandale de la France contaminée. Areva a dû réparer la dispersion des stériles radioactifs, certes très incomplètement. Beaucoup de situations de contamination perdurent, notamment dans des chemins de randonnée, bafouant des règles de radioprotection élémentaires. N'étant pas signalées au public, la négligence coupable du pollueur a été dénoncée à plusieurs reprises dans la presse, ce qui a toujours déplu fortement à Orano, ex-Areva, ex-Cogema. Le collectif mine d'uranium a plus pesé que la structure officielle du GEP, groupe d'expertise pluriel du Limousin, pour obliger Areva à réparer certaines situations. Alors, l'avenir du CMU. Le collectif mine d'uranium est à une croisée des chemins où, après 14 ans d'existence, il va lui falloir imaginer son devenir pour passer le témoin aux générations plus jeunes, conserver la mémoire sur des anciennes mines qui laissent des pollutions éternelles, peut-être les répertorier en utilisant des outils informatiques qui mémorisent les mesures de DG5, détecteurs gamma, et leur position GPS. Nos témoignages sur nos luttes grâce aux documentaires existants, le scandale de la France contaminée en 2009 et Bretagne radieuse en 2019, les brochures sur la rétrospective des 40 ans de lutte du collectif des Bois Noirs, Uranium, la grande traversée du Massif central, devrait être utile au nouveau collectif qui s'oppose à la reprise de l'extractivisme en France, sachant que les terres rares se trouvent dans des gisements riches en uranium et donc susceptibles de remonter et disperser à nouveau de la radioactivité. Voilà. Qu'a pu apporter la CRIRAD aux populations en général, aux travailleurs d'ailleurs qui sont soumis à l'impact des mines d'uranium. On a eu la chance de pouvoir travailler avec l'ONG Agirinman à Arlit au Niger. Vous savez que la France n'importe plus actuellement, mais importe énormément d'uranium du Niger, dans la région d'Arlit, donc, et Al-Mustafa Al-Hassan, qui était à l'origine, qui est touareg et qui au départ était simple caravanier, a été ensuite embauché dans les mines et a créé cette ONG Agirinman. Donc, comme la connexion n'est pas facile avec Arlit, on a préféré par précaution préenregistrer une discussion. Donc, j'ai posé des questions à Al-Mustafa et vous verrez la question écrite et puis il nous répond. Et on a raccourci à 10 minutes au lieu de 15 minutes, sachant que dans son propos qu'on a raccourci, il rendait quand même un hommage très appuyé à Michel Rivasi, à Arlette Ponson, dont on a parlé. Et pour ce qui concerne l'équipe salariée, un mot particulier pour Corinne Castagnier, qui n'aime pas qu'on lui rende hommage, mais tant pis, d'une part. Et puis Christian Courbon, vous avez vu tout à l'heure.
Et il a adressé un mot à Chantal qui lui a donné un DG5, Chantal Cuisnier qui est là. Et j'oublie d'autres personnes, mais ça fait rien. On y va. L'ONG Agroma, nous l'avons créé pour essayer d'avoir un cadre légal qui nous permet de nous exprimer par rapport donc, aux activités des industries extractives, plus particulièrement concernant l'uranium, la radioactivité. Et à un moment de notre vie, on a constaté la disparition de nos collègues qui travaillent dans les postes les plus exposés, les plus radioactifs, c'est-à-dire... Et Didier Latorre s'installe un mot rapidement sur cette usine de Malvézy. Pardon? Non. C'est pas perdu. Tout l'uranium qui arrive en France passe par cette usine de Malvézy près de Narbonne, où il doit être purifié. Et en ce qui nous concerne, on a commencé à travailler un peu plus activement sur l'impact de ce site grâce à Michel Leclerc, qui a été sous-traitant de cette installation. À l'époque, ça s'appelait, elle était aux mains de la Comurex. Et Michel a été contaminé à une leucémie, on va vous en parler bien entendu. Et c'est en tentant de l'aider, au départ on devait l'aider à défendre son dossier sur le plan technique, sur le plan scientifique, en rencontrant en particulier son expert, l'expert judiciaire qui s'occupait de son cas, chez Orano, chez Areva à l'époque. Et simplement, comme ma présence qui était au départ acceptée a été refusée au dernier moment, j'en ai profité pour aller faire des mesures à la clôture, et c'est comme ça qu'on a constaté que la radioactivité dégagée par cette usine était détectable à plus de 200 mètres de la clôture, qu'on a pu lancer des actions et finalement petit à petit obtenir qu'une famille qui vivait juste à côté soit indemnisée par Areva et relogée. Mais donc là, on va rentrer un peu plus dans la question des conditions de travail des sous-traitants du nucléaire, puisque c'est une usine qui contribue à une des étapes importantes du nucléaire. C'est la porte d'entrée du nucléaire, Malvézy. C'est-à-dire qu'il y a 3 ou 4 usines comme ça dans le monde, il n'y en a pas beaucoup. Et les conditions des années 80 étaient déplorables, vraiment déplorables. On rentrait là sans formation ni information. Donc c'est assez pénible parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Je ne connais pas le produit, je ne connaissais rien en radioactivité. J'avais 30 ans, ce n'était pas mon job, je ne connaissais rien, je n'étais pas formé. Et donc je me suis rendu compte que ce n'était pas nickel. Et quand on a fait l'analyse du dossier médical, il y a eu plusieurs dépassements. Donc je rends hommage à la CRIRAD, à Annie Thébault, à Henri Pézera, les gens qui m'ont aidé tout le parcours. Bon, la reconnaissance de la maladie professionnelle s'est faite relativement rapidement. Je crois que je l'ai demandé, quelques mois après, ça a été reconnu en maladie professionnelle. Je crois qu'ils ont été surpris. Voilà, ils n'ont pas eu le temps de réagir. Non, mais c'est vrai, parce qu'il n'y a personne qui demandait une maladie professionnelle pour ça. Il y a un enquêteur qui est venu, bien sûr, de la sécurité sociale, et il a interrogé les personnes qu'il fallait. Donc ça a été reconnu, parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir été contaminé. Si elle est reconnue dans le cadre des tableaux, elle était reconnue au tableau 6, on peut supposer, la présomption suffit. Vous avez travaillé, il y a du produit, c'est exactement ce que vous avez, la présomption suffit, voilà. Enfin, c'est pas que la présomption qui suffit, mais c'est comme ça, les maladies professionnelles. Bon, ensuite, j'ai démissionné de cette usine parce que je ne la sentais plus. Donc, quand ça ne va pas, je m'en vais, voilà. Et donc, je trouvais un avocat, tout ça, c'est pas évident. Chercher un avocat. Au tribunal de sécurité sociale, on a gagné, mais on a gagné contre un tiers, contre la Comurex. Et on ne peut pas gagner au tribunal de sécurité sociale la totalité, il faut que ce soit contre votre employeur.
Donc le tribunal de sécurité sociale m'a renvoyé au tribunal civil à Narbonne. Là, j'ai gagné. Ils ont reconnu qu'il y avait eu des fautes, j'ai gagné. Mais après, la Cour d'expression a fait appel. Et à Montpellier, ben, ça a été. Comment on peut dire? Donc, Areva a les moyens de se payer des avocats qui font un travail de sape et capable de nier la réalité. Et donc, du coup, ils ont remis en cause le premier jugement. En plus de remettre en cause le premier jugement, le juge dans cette affaire a dit l'uranium il est naturel, donc il n'est pas dangereux. Ça, on l'a entendu. Spécialiste. Ouais, moi je me souviens. Voilà. Donc ensuite, et j'ai mis Areva Orano au tribunal. Ça a duré 20 ans. C'est pas grave, c'est bien, on les ennuie, voilà. Il faut être là pour les ennuyer. Bon, je savais qu'à un moment donné, j'allais perdre. Quoi. Pas... Mais je tenais à le faire. C'est essentiel que les ouvriers se battent. Peut-être que le jour on finira par gagner. Mais si on ne gagne pas, c'est rien, on les ennuie. Bon, et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, après, parce que quand vous avez une maladie professionnelle, vous avez le droit à une rente accident de travail. Mais la sécurité sociale, pour les rentes, ne respecte pas les protocoles. J'ai consolidé 20% de rente. Donc je me suis bagarré. C'est difficile de trouver des médecins qui veulent s'engager, parce qu'ils vous disent tous, je vais y passer du temps. Et enfin, en commission nationale d'incapacité, j'ai réussi à avoir 70%. 70%, c'est pas 70% du salaire, hein. Ne vous étonnez pas. Les 50 sont divisés par 2, et tout ce qui est au-dessus de 1,5, de 50, c'est multiplié par 1,5. Donc 70%, ça fait 55%. Voilà. Mais c'était des comptes. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à Didier, qui connaît bien les lieux actuels. Je fais peut-être un petit mot de liaison, c'est qu'en fait, par rapport au travail sur l'environnement qu'a fait la CRIRAD, on a pu travailler par exemple avec la famille locale dont je parlais tout à l'heure, oui. Et dont le mari a pu récupérer des boues sur le chantier de récupération de boues contaminées qui s'étaient déversées dans la plaine en 2004, et on a pu montrer au laboratoire que ces boues contenaient non seulement évidemment de l'uranium, puisque c'est une usine d'uranium, mais aussi tout un cocktail d'autres substances radioactives, chimiques, radioactives, et dont du plutonium. Ça veut dire que Michel a été très probablement exposé aussi à l'inhalation et à l'ingestion de plutonium, en plus de l'uranium, qui, bien que naturel, est radioactif et radiotoxique. Et ce travail de surveillance de l'environnement de l'usine a été ensuite amplifié, poursuivi par une structure qui s'appelle Vigilance Malvésie, dont Didier Lator, outre le fait qu'il est administrateur désormais de la CRIRAD, dont Didier Lator est aussi un membre et dont il va nous parler. Je veux ajouter quelque chose. De 1959 à 1984, ils ont traité 11 500 tonnes d'uranium qui sortait de centrales nucléaires, et le plutonium, il vient de là. J'en suis sûr, j'ai le document à la main. À toi. Donc on y va sur Vigilance Malvésie. Donc pour expliquer ce que c'est que Vigilance Malvésie, je rembobine un petit peu l'histoire en fait. C'est un collectif et je présenterai quelques associations qui sont sur le terrain, donc dans la région de Narbonne, dans l'Aude. Donc en fait, comme c'est l'anniversaire de la CRIRAD, comment on a rencontré la CRIRAD, nous? Bon voilà, donc moi je fais partie d'un groupe qui s'appelle Arrêt du nucléaire 34 et qui s'appelait avant Sortir du nucléaire 34, et on avait organisé une formation avec Roland Desbordes, et je crois que ça a été notre premier contact avec la CRIRAD il y a peut-être une quinzaine d'années ou quelque chose comme ça. Et donc du coup, nous on bosse avec la CRIRAD depuis tout ce temps-là, quoi. Et Roland est venu aussi à Narbonne former les gens. Et il y a eu un moment qui a été important sur Narbonne, c'est que cette usine dans laquelle il y a près d'1 million de mètres cubes de déchets radioactifs et chimiques
est confronté à un problème, c'est qu'ils ne savent plus quoi en faire de ces déchets. Et donc l'idée c'était d'en faire disparaître une partie, notamment les déchets nitratés. Et donc il y a eu tout un projet qui s'appelait le projet TDN Tor, qui était un espèce d'incinérateur qui devait brûler, faire disparaître une partie des déchets, mais avec des conséquences pour l'environnement fort importantes. Donc il y a eu une très grande lutte à cette époque-là, c'était il y a 7 ou 8 ans, je crois, et malgré une très forte mobilisation de la population, 3000 personnes dans les rues de Narbonne, c'est important, c'est quand même pas, voilà, c'est pas une ville si grande que ça, Narbonne, c'était vraiment une mobilisation très importante. À l'issue de ça, le préfet a quand même validé le projet TDN, et parmi les gens qui s'étaient mobilisés, il y en a qui ont décidé de partir sur la bataille juridique. Voilà, puis il y en a qui se sont dit, mais la bataille juridique, peut-être ça marchera, mais c'est pas sûr, parce qu'on est quand même dans une industrie où on gagne rarement en justice. Donc les militants antinucléaires se sont dit, on va faire nous, c'est très bien qu'il y ait des gens qui fassent ça, la bataille juridique, nous on va faire une autre proposition. Donc il y a des groupes qui se sont mis ensemble, Greenpeace Narbonne, Arrêt du nucléaire 34 et Sortir du nucléaire Aude, et qui ont décidé de monter ce collectif Vigilance Malvézie qui s'est beaucoup appuyé sur la lutte de TDN, qui avait mobilisé beaucoup de gens et qui a proposé donc à des collectifs divers et variés, le collectif Éclat, qui est un ancien collectif sur toutes les luttes écologistes à Narbonne, dont certains connaissent sans doute Marie Zarditi, qui est une des fondatrices, le collectif TCNA, Transparence des canaux de la Narbonnaise, voilà, et tous ces gens se sont mis à travailler ensemble, et l'idée, ça a été de former un groupe de citoyens qui allait agir sur le long terme. Donc maintenant, on en est, je crois, à la 6e année. Donc il a commencé par... il a fallu chercher du budget. Donc on a cherché du budget, on a commencé à se tourner. Le financement, les premières années, il est 100% militant. Donc c'est Greenpeace, c'est le réseau Sortir du nucléaire et le collectif Arrêt du nucléaire. On a, je ne sais plus combien on a récolté au début, quelques milliers d'euros, je crois. On est peut-être 10 000 euros quand même. Et on est parti sur cette base et on a commencé à travailler avec la CRIRAD et notamment avec Bruno, qui est venu faire une formation sur place. C'est un travail qui est un petit peu similaire à celui du Civirad, sauf que là, ça part des gens sur le terrain, quoi. C'est un peu ça la différence. Et après cette formation, on s'est mis à aller régulièrement prélever des feuilles de cyprès, des feuilles de pin, des sédiments. Voilà. Ça fait 6 ans qu'on fait ça. Et quand on a des résultats qui commencent à être un peu notoires, ça a été le cas, les derniers résultats qu'on a publiés, c'était en fin 2024, on a pu montrer par exemple qu'à l'est de l'usine, il y avait quelque chose comme 100 fois la dose de radioactivité sur l'uranium, voilà, 100 fois un très fort impact à l'est de l'usine. Et il faut savoir que Narbonne, en fait, c'est quand même à 4 km à vol d'oiseau de l'usine. C'est vraiment tout près. Cette usine qui, effectivement, comme le disait Michel, est la porte d'entrée nucléaire, est une usine qui n'est pas seulement symbolique, parce qu'elle est fortement... c'est un danger à la fois radioactif, mais c'est un très fort danger chimique également. C'est une usine qui est également classée ICPE. Donc cette usine qui est aux portes de Narbonne inquiète fortement les populations, et donc depuis maintenant plusieurs années, le travail de Vigilance Malvézie, que Bruno aussi il peut peut-être en parler parce qu'il est fortement impliqué, hein. Donc on essaye de porter au niveau de la population un certain nombre de choses qu'on met en évidence. Ça demande un budget. Et on a une association, une fondation qui nous a aidés depuis le début. Après les premiers financements dont je vous ai parlé, on a réussi à décrocher un financement assez fort par une fondation qui s'appelle Un Monde par Tous, et qui depuis fait que ce boulot, ça fait maintenant 6 ans, et on a encore un peu de budget pour démarrer encore pendant 1 an, voire 2, et on va essayer de faire durer, quoi, parce que on voit que par exemple il y a eu des épisodes Sévenol là importants,
Et il y a eu des rejets d'eau qui ont été non traités. L'usine a été obligée, débordée par toute cette eau, c'est le cas de le dire, à déverser sans traiter cette eau alors qu'elle est passée dans les bassins, quoi. Est-ce que tu veux rajouter? Merci Didier. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Ce que je veux juste rajouter, c'est que c'est comme dans beaucoup de ces dossiers, ce qui est vraiment super, c'est le collectif. C'est-à-dire, dans ce groupe Vigilance Malvésie, chacun apporte une compétence. Il y a des gens qui sont compétents, par exemple, sur la prise de vue, caméra. Il y a des gens qui sont compétents sur le terrain pour aller faire des prélèvements. Il y a des gens qui sont compétents plutôt dans la stratégie, dans la communication, etc. Et c'est vraiment ça qui est super quand on peut établir ça dans la durée. Et donc, ce qui est chouette aussi, c'est qu'au niveau de la structure CRIRAD, le dossier va être repris par Marion, et donc il y aura une continuité de ce dossier, parce qu'on est loin, c'est comme dans toutes ces problématiques de nucléaire, on est confronté à un temps très très long. Il faut se battre pendant des années, des décennies et des décennies, parfois pour obtenir un petit point d'amélioration. Je pense en particulier là, au combat sur les mines d'uranium. Et je voudrais remercier Didier pour son engagement, parce que c'est toi qui tiens, quand même, tu n'es pas tout seul, mais c'est toi qui tiens le collectif Mines d'uranium. Et puis remercier Michel d'être venu nous parler de ce qu'il a vécu. Est-ce que tu veux, Michel, aussi juste dire que tu as dû voler ton dossier médical pratiquement? Non, parce que c'est important que les gens sachent qu'on en est là. Avant la loi Kouchner, mon dossier médical, je l'ai pris au bout des mains à mon médecin traitant. Le président du tribunal de sécurité sociale, il me dit: comment vous avez pris votre dossier médical, monsieur Leclerc? Je l'ai volé, monsieur le président. Je pense que c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, il n'y a personne qui ose rien dire. Alors, je ne sais pas pourquoi, moi, je ne comprends pas. Voilà. Quand on a quelque chose, il faut le dire. On est dans un pays relativement démocratique encore. J'espère que ça va durer. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est quand même face à une industrie et au pouvoir de l'argent. Et qu'effectivement, tu dis, il faut tenir les collectifs, il y a tout ce travail. Moi aussi, j'attache beaucoup d'importance à monter des équipes, mais aussi des équipes humaines, quoi. Et je veux dire, quand on travaille dans une usine comme celle de Narbonne, à Malvésie, et qu'on rencontre des gens comme les gens de la CRIRAD, ou des gens comme Michel, en fait, on lie des relations d'amitié. Et c'est aussi ça qui nous porte. Et c'est aussi ça, la relation humaine, c'est aussi ça qu'on a à créer. Et c'est aussi ça, le monde qu'on veut leur montrer, que, voilà, de respect, d'humanisme, de combat aussi. Et je trouve que c'est aussi ça qui nous porte, quoi. Hein? Merci à vous. Donc on va passer au dernier plateau. Donc on va avoir un dernier changement de plateau. Donc cette fois-ci, c'est Marion qui va venir à la tribune et Franck Marion. Donc c'est que des Marion. Donc on va commencer par laisser la parole à Franck, qu'on est ravi d'accueillir. Merci beaucoup. Voilà, c'était pareil, je sais pas si ça marche. Si ça fonctionne, je suis peut-être pas assez près. Voilà, c'était pas complètement prévu que je vienne m'exprimer à cette table, mais bon voilà, je fais partie d'une association, donc c'est l'occasion aussi de la mettre en avant. Donc Ma Zone Contrôlée, c'est une association fondée par Gilles Reynaud, qui était sous-traitant du nucléaire, qui est malheureusement décédé brutalement en pleine activité de militantisme, alors qu'il rentrait de la conférence d'Ecli en octobre 2024. Malheureusement, il a fait une crise cardiaque dans le train et il est décédé à 58 ans. Tout ça pour dire aussi que le militantisme, c'est dangereux des fois aussi. Hein. Il faut penser à soi aussi, il ne faut pas penser qu'aux autres. Il faut aussi, si on veut que le militantisme il tienne dans la durée, il faut vraiment penser à soi aussi. Voilà, donc là, l'objet de Ma Zone Contrôlée,
C'est un petit peu, comment je pourrais dire, quand on est formé aux notions de radioactivité, on nous dit toujours, les formateurs, ils nous disent toujours la radioactivité, elle est inodore, incolore et sans saveur, et c'est ça qui la rend dangereuse. Eh bien, malheureusement, je crois que dans l'industrie nucléaire, c'est un peu ce qu'on essaye de faire avec les sous-traitants, en fait. Les sous-traitants, on essaye de les cacher, on essaye de ne pas montrer leur activité, on essaye de fermer la boîte, en fait, pour pas voir ce qui se passe à l'intérieur, pour pas voir comment fonctionnent les rouages de cette machine-là. L'essentiel, c'est que ça produise, en fait. Et les sous-traitants, ils sont parfois maltraités au mépris de leur vie sociale, parce qu'on est dans une grande précarité souvent, avec les questions de grands déplacements, les questions d'accès et d'habilitation qui ne sont pas toujours faciles à obtenir et faciles à perdre, les problématiques de contamination, les problématiques d'irradiation, les problématiques de maladies professionnelles qui arrivent parfois avec des années de retard, souvent quand les gens sont sortis du circuit professionnel et qui ont d'autant plus de difficultés à faire reconnaître leur maladie. C'est pour ça que les associations comme l'association Henri Pézeral est hyper importante. Ça permet aussi aux personnes de se sentir moins seules et de pouvoir faire avancer leur dossier et de faire respecter leurs droits. Ma zone contrôlée, elle se place à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle souhaite désinvisibiliser les sous-traitants du nucléaire, montrer la réalité de l'activité. Hein. C'est pas déshonorant de montrer l'activité des sous-traitants, au contraire. C'est des travailleurs qui n'ont pas de statut, c'est des travailleurs qui ont une énorme précarité. Malheureusement, comme toutes les entreprises qui sont arrivées dans le secteur de la sous-traitance, on a des conventions collectives qui sont vraiment différentes et disparates. Et quand on passe d'une convention collective de la métallurgie à une convention collective des bureaux d'études, ou alors du transport, ou alors du nettoyage, pour faire globalement toujours les mêmes activités, à un moment donné, on se retrouve avec des mises en concurrence dans les appels d'offres qui se jouent en fait sur le coût salarial. Et c'est les salariés qui le payent le prix en premier, quoi. Et ça crée de la précarité supplémentaire. Et ça, il faut arriver à le combattre. Et donc le deuxième objet de ma zone contrôlée, outre fédérer les travailleurs sous-traitants via notamment une page Facebook qui est très active, et notamment qui est animée par Yvon, le fameux Yvon dont on a parlé, qui a fait l'objet d'un documentaire qui a été projeté à Valence. Le but aussi, c'est de promouvoir des mesures et des recommandations d'amélioration de la situation. Et donc on a travaillé sur un cahier revendicatif, hein, comme chez les syndicats, ça marche pareil, avec un certain nombre de points, et des recommandations et des propositions pour faire évoluer l'encadrement de la sous-traitance de manière à rendre vivable la vie des travailleurs sous-traitants du nucléaire. Merci. Juste ce cahier de revendication, du coup, si c'est possible d'en prendre connaissance, en fait. Oui, le cahier. Alors le cahier historique, il est sur le site internet de ma zone contrôlée. Et après, moi, il y a eu un échange avec Dominique Malvaux sur un certain nombre de documents, et je crois qu'il a reçu le document avec les 23 propositions qu'on a fait à un certain nombre de députés qui travaillent sur une proposition de loi. Voilà. Merci beaucoup. Et comme toute association, il faut la soutenir, il faut adhérer, il faut faire des dons. C'est comme ça que ça peut fonctionner, comme la CRIRAD, quoi. Voilà. Et si on peut se rapprocher aussi de la CRIRAD pour partager en fait sur la question des conditions de travail et aussi des informations, de partage d'informations entre l'extérieur et l'intérieur, parce que c'est là que ça se joue. On est tout à fait prêt à collaborer et bien sûr à coopérer. Avec plaisir. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Donc, comme il nous reste un petit peu de temps, on va pouvoir vous parler donc de cette expo Nucléaire et Eau, ou plutôt de la manière dont ça s'est mis en place. En fait, l'idée, c'est que vous l'avez vu à travers les exemples des mines d'uranium et de Malvésie. Le travail de la CRIRAD, ça passe par un travail de collaboration avec des associations locales, par un travail de mesure, un travail de laboratoire.